Kinshasa et Washington ont convenu de la nécessité de renforcer leurs liens tant sur le plan politique et sécuritaire que sur le plan économique et environnemental. C'est ce qui ressort de la récente visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo. Cette visite de 2 jours, soit du 9 au 10 août 2022, a permis aux 2 États de dégager une compréhension commune et de tracer une nouvelle perspective assortie de engagements qui devront être matérialisés dans le prochain jour. Mesdames et messieurs, ces dossiers vont donc faire l'objet de cette émission Géopresse que j'ai l'honneur de vous présenter tout en vous souhaitant la bienvenue. Voilà, pour parler de ces dossiers, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous des journalistes. Patrick Ilunga, à ma gauche, journaliste à Géopolis Forum, un média responsable, réputé responsable et neutre. Bonjour Patrick. Bonjour Jojo, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi à tous les co-débatteurs ici sur le plateau. Merci. Et à ma droite, c'est Ivan Kassongo, journaliste à actualité.cd, un média en ligne qui ne cesse de monter en puissance. Salut Ivan. Merci beaucoup Jojo pour l'invitation et de partager ces plateaux avec des aînés que je lis souvent. C'est une fierté pour moi, une première, mais je pense que ce ne serait pas la dernière. Merci. Il y a aussi à l'extrême gauche, Pati Mukuna, chroniqueur international. Bonjour Pati. Bonjour Jojo, bonjour à tous les amis autour de ce plateau, Dieudonné, Patrick, mais aussi Ivan. Bonjour à vous, téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être ici et de parler de l'actualité. Merci. Dieudonné Bonal, vous êtes déjà cité, journaliste à Géopolis Forum. Je vous dis aussi bonjour. Bonjour à mes estimés confrères, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aussi à vous, messieurs les présentateurs, pour l'invitation qui m'a été adressée à répondre une fois de plus à cette session spéciale de Géopresse. Merci. Nous allons démarrer cette session spéciale de Géopresse consacrée à la récente visite du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Mais bien avant de commencer, je vais vous proposer de suivre un élément qui explique la raison de Anthony Blinken en République démocratique du Congo, qui a eu aussi un tête-à-tête avec le président de la République. Et sa visite a été sanctionnée par une conférence de presse qu'il a co-animée avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain, qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie.
c'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Alors, je dis merci à la régie. Patrick Ilunga, je commence avec vous. Vous avez suivi avec une attention soutenue cette récente visite du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Alors, peut-on considérer que ces déplacements présagent une bonne augure dans l'approfondissement du partenariat entre Kinshasa et Washington? Je crois que les États-Unis sont dans une autre logique de considérer l'Afrique, selon leur propre témoignage, parce que j'ai lu quelques notes du département d'État qui considère que l'Afrique, c'est aujourd'hui la région du monde sans laquelle on ne peut pas vaincre les défis de l'avenir. Mais on attend quand même de voir, parce que il y a eu beaucoup de promesses. Par exemple, il y a presque 2 ans, le Congo avait été réintégré dans l'AGOA, cette loi qui favorise les échanges commerciaux entre les États-Unis et avec les pays africains. Mais 2 ans après, est-ce que vous pouvez me citer quelques investissements américains palpables? Moi, je crois qu'il y a quelques mois, une firme, parce que les États-Unis ont beaucoup ciblé il y a quelques mois le secteur de l'environnement comme un secteur prioritaire pour eux. Il y a une firme qui est arrivée ici, qui a même eu des échanges avec le président de la République, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, pour qu'il y ait investissement dans le secteur de l'environnement d'$1 milliard. Mais depuis le mois de mars, où ils ont échangé avec le chef de l'État, ils ne sont jamais revenus. Il semble qu'au niveau du ministère de l'Environnement, les négociations ont capoté un petit peu. Donc, jusqu'ici, on peut dire qu'on est resté un petit peu sur notre faim. Alors, les États-Unis arrivent pas seulement pour nous servir, c'est des gagnants-gagnants comme on dit, gagnants entre guillemets, parce que c'est pas forcément prouvé. Les États-Unis arrivent dans un schéma où les grandes puissances se disputent à nouveau un petit peu l'Afrique. Il faut savoir que les États-Unis sont aujourd'hui très largement dévancés par rapport aux échanges commerciaux. La Chine, par exemple, c'est la première puissance qui échange largement avec l'Afrique. C'est autour de $250 milliards par an. L'Inde, c'est autour de 80 milliards. Et les États-Unis sont arrêtés autour de 60 milliards. Donc, je crois que même avec le Congo, 2 ans après avoir réintégré l'AGOA, je ne pense pas que les échanges sont arrivés même à $200 millions l'an. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je disais tout à l'heure que les grandes puissances sont dans un schéma de se redisputer l'Afrique. Il faut savoir, je termine, il faut savoir que depuis toujours, les États-Unis, dans le grand partage de l'Afrique, les États-Unis n'ont jamais vraiment eu de chasse gardée à eux, parce que
quand les grandes puissances s'est partagé l'Afrique, les États-Unis étaient tellement occupés à gérer leur pays, parce qu'il est trop grand. Et il y avait même des guerres internes pendant que les Européens s'est partagé l'Afrique, dont les États-Unis sont un petit peu à la traîne. Alors, ils sont arrivés, à un moment donné, ils ont baissé un peu le bras, mais maintenant, on voit que la Russie est en train de tâter le terrain. On a vu, par exemple, que le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été en Afrique jusqu'en Ouganda, à Brazzaville. Et c'est un petit peu le même schéma qu'ont suivi les émissaires des États-Unis. Par exemple, Anthony Blinken, il est arrivé ici au Congo, certes, mais le même jour qu'il est arrivé ici, je crois le jour d'après, il a appelé le président Sassou Nguesso, un peu dans le même schéma, parce que Sergei Lavrov a commencé par l'Ouganda. Il y a eu une autre envoyée, là c'est une dame, Thomas Linda Greenfield, qui est la représentante des États-Unis au niveau de l'ONU, qui a été envoyée par le président Joe Biden pour faire un petit peu. Elle a fait Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Anthony Blinken a fait Afrique du Sud, Afrique centrale, un peu aussi Afrique de l'Est. Donc c'est la politique de contournement pour se redisputer l'Afrique, et c'est pas sûr que ça profite que aux pays africains. On peut être, moi je trouve que le Congo est un petit peu naïf, parce que bon, si vous voyez bien, Anthony Blinken est arrivé. Patrick Ilunga, nous allons revenir en fait sur cet aspect de choses. Donc les disputes de l'Afrique par les grandes puissances mondiales. Vous avez cité Emmanuel Macron était passé aussi en Afrique juste au moment où Lavrov faisait sa visite au Congo-Brazzaville et en Ouganda. Mais Ivan Kassongo, vous avez également suivi ces voyages de Blinken, qui est qualifié par certains analystes politiques comme de la poudre jetée aux yeux de Congolais, alors que l'exécutif national congolais considère cela comme une avancée significative dans la diplomatie congolaise. Qu'en pensez-vous? Non, mais je pense que certains n'ont pas tort. Dans le contexte actuel de la RDC, nous sommes agressés, nous sommes occupés. Quoi de plus normal que certains de nos compatriotes puissent exprimer encore leur sceptisme à l'arrivée de secrétaire d'État américain. Mais s'agissant des avancées diplomatiques, si on ne peut que considérer que la réception de certains hôtes de marque de grandes puissances sont des avancées diplomatiques, je pense que cette conception de la diplomatie est surannée. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que les gens ne sont pas naïfs. Donc ce qui est plus important à ce stade, ce n'est pas l'arrivée. Ce qui est plus important est que, au-delà du fait qu'on doit être diplomatiquement fort et que là où se discutent de grandes questions internationales, que la RDC soit au cœur de ces enjeux, il faudrait que nos autorités, il faudrait que le ministre des Affaires étrangères, comme le fait si bien, qui puisse se réapproprier cette question de l'insécurité à l'est de la RDC. Parce que le secrétaire d'État est arrivé ici, mais on ne sent pas une sorte de prise de position en faveur de la RDC. Il ne peut pas le faire parce que c'est un diplomate aussi. Mais je pense que ce qui a été dit, c'est pour la consommation populaire. Je pense que des grandes décisions seront prises. De son retour, il va faire rapport à son président, le président de la République, le président américain. Il va lui faire rapport. C'est à la suite du rapport, je suppose, qu'il y aura des grandes décisions qui seront prises parce qu'il a auditionné Tshisekedi, il a auditionné Kagame, il les a écoutés les deux. Je pense qu'il est dans une sorte de médiation pour savoir ce qui se passe parce que il accuse la RDC, il demande à la RDC d'arrêter de soutenir le FDLR. D'une part, il demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Vous voyez qu'il est en train, il est en train d'apaiser les tensions, mais de l'entretemps, ce qu'il faut dire, ce qui inquiète encore les observateurs que tu as soulevé, c'est l'occupation rwandaise, parce que les territoires congolais sont encore sous occupation. Bunaganda, ils s'avancent vers Rutshuru. Le rapport de l'ONU. Ce qui est normal, je pense qu'il ne pourrait que... Parce que le secrétaire d'État dit que le rapport est crédible. Il a dit, même pas dit à qui, il a dit à Kigali, le rapport est crédible. Il ne peut que dire ça par le fait que les États-Unis, les représentants, les membres permanents du Conseil de sécurité, donc naturellement, ils ne pouvaient pas se dédire. Le fait de le dire, il ne pouvait que dire ça. Mais ce qui est plus important, ces rapports doivent être décryptés, déballés, et comme ça, on peut savoir qui fait quoi et quelles sont les alternatives qui doivent être prises à ce moment-là
pour résoudre la question. Sinon, on restera encore en train d'espérer pendant que les hôtes de ce monde arrivent en RDC, mais l'occupation demeure. Le M23 est sur le territoire congolais. Ils continuent d'ailleurs aussi à tenter de conquérir d'autres localités. Non, mais naturellement, ils savent que tout ce qui se rencontre, ce qui est plus important, il faut une volonté des États. À partir du moment où la volonté des États n'est pas encore exprimée clairement, de faire partir ces groupes entre guillemets terroristes, ils demeureront là. Okay. Merci Ivan Kassongo pour cette belle analyse. Mais Pati Mukuna, au sujet de la violence perpétrée par les groupes armés dans la partie est de la RDC, Anthony Blinken a déclaré, je cite, « Nous demandons aux groupes armés à cesser leurs activités, à se démilitariser et à poursuivre avec les efforts de négociation. » Est-ce que cette déclaration pourra avoir un effet considérable? Merci Jojo pour la parole accordée. Ça ne me surprend pas, cette façon d'analyser la diplomatie par les Américains, parce que il y a une différence entre les dires et le faire des uns et des autres. La diplomatie a toujours une partie communication diplomatique où on envoie les journalistes dans la paperasse et les idées sont ailleurs. Je crois que c'est la démarche de Blinken. Donc, dire ce qui est consommable pour les uns et dire ce qui... En réalité, les faits ne sont pas dits au grand jour. Parce qu'un groupe armé ne peut pas arrêter ses ambitions parce que Blinken a dit. La guerre n'a fini pas parce que quelqu'un a fait une déclaration. La guerre finit selon les intérêts sont devenus convergents ou sont devenus divergents ou sont été contraints par la dissuasion. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où les Américains vous donne une impression de respecter la souveraineté. D'ailleurs, Blinken, je l'ai entendu moi-même, Blinken l'a dit, qu'ils sont respectueux d'une certaine souveraineté. Or, nous savons bien que les Américains, face à un État faible, ils ne respectent aucune souveraineté. D'ailleurs, c'est une notion qui marche assez facilement. Les États-Unis ne respectent pas les États faibles, même dans le partenariat, dans leur relation. Il n'y a aucune souveraineté à respecter face à la puissance, parce que la puissance vous applique ce qu'on appelle la souveraineté limitée, la souveraineté des façades, la souveraineté de papier. En réalité, vous n'avez aucune souveraineté. La preuve, face aux États-Unis, le Congo n'a pas la souveraineté en termes clairs en relations internationales, c'est deux choses. C'est d'abord la défense nationale et la diplomatie en main libre. C'est deux choses la souveraineté. Donc quand vous n'êtes pas en mesure d'assurer votre propre défense nationale et que votre diplomatie est inféodée, on ne parle plus de souveraineté. Est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui là, mais nous sommes dans une situation, il y a 20 ans, on n'arrive pas à assurer la sécurité. On est en guerre depuis plus de 20 ans. Notre défense nationale ne fait que faire la guerre. Depuis 20 ans, on n'arrive pas à mettre fin à une guerre face à des groupes armés qui n'ont aucune ambition de prendre le pouvoir politique. Je dis bien, j'insiste parce que tous ces groupes armés n'ont aucune ambition de venir ici à Kinshasa et de renverser le pouvoir. Ils ont des ambitions voilées, cachées, économiques et de déstabilisation, point barre, c'est fini. Donc aujourd'hui, Blinken ne peut pas venir nous dire qu'il respecte la souveraineté de la RDC et qu'il peut donner un ordre aux groupes armés pour s'arrêter. Parce que les groupes armés ne se créent pas comme ça par Dieu. Les groupes armés sont créés par des États qui ont une ambition de semer les désordres en RDC. Et le premier des États, c'est le Rwanda. Il est clairement établi dans un rapport qui d'ailleurs ne me surprend pas parce que le rapport a déjà été établi en 2012. On a connu beaucoup d'ailleurs. Là, ça est clairement prouvé que le Rwanda soutient les M23 et tout ça. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. 10 ans après, on est rentré dans le... C'est comme si on a fait que déterrer un rapport. On a levé la poussière et puis c'est fini, on a remis au goût du jour. Ça dit qu'il n'y a rien de nouveau dans cette histoire-là. Or, le problème, c'est que moi, je voulais entendre la position de Blinken vis-à-vis du Rwanda, même sur le plan sécuritaire. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, est à l'aise à créer les groupes armés, à les envoyer au Congo, à donner les armes. Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Qu'est-ce que les Américains disent sur l'armement du Rwanda? Parce que Wilson disait que les États font la guerre parce qu'ils détiennent les armes. Si le Rwanda arrive à financer les groupes armés, ça veut dire qu'il a les armes. Qu'est-ce que les Américains font pour réduire la capacité des armements rwandais? Ils n'en disent rien. Or, si j'ouvre ici, je vous lis le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Rwanda. Les États-Unis, c'est eux qui livrent les armes au Rwanda. Je peux vous lire. C'est écrit dans le site du gouvernement américain. Si vous me donnez une minute, je peux ouvrir. Oui, allez-y. On a besoin de éléments qui permettent de bien comprendre cette situation. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. J'avais lu ça ce matin. USA, Rwanda. C'est bon? Oh là là, la connexion. Bon, ça viendra. Oui. Je disais que si vous lisez dans le site du gouvernement américain, State of Gov, le partenariat stratégique entre le Rwanda
et les États-Unis. Il est clair, m'a dit que c'est le Rwanda qui donne les munitions à l'armée. C'est les États-Unis qui donnent les munitions à l'armée rwandaise. Et de ce fait, l'armée rwandaise donne les munitions aux groupes armés. Donc, si les États-Unis veulent mettre fin au conflit à l'Est, il faut commencer par l'État qui finance. Donc, ces groupes armés ne pourront pas écouter ces déclarations de Blinken et c'est impossible que Blinken vienne et nous dise que le Rwanda, ils doivent arrêter ou les groupes armés doivent s'arrêter parce que Blinken a parlé. Ça ne va pas évoluer. Permettez-moi, en 1 minute, je vais vous lire ce qui est écrit. Vous avez retrouvé ça? Je l'ai retrouvé. Ce qui est écrit sur le site du gouvernement américain entre le partenariat stratégique entre le Rwanda et les États-Unis. Les États-Unis et le Rwanda. Coopération des États-Unis avec le Rwanda en matière de sécurité. Je suis dans le site du gouvernement américain. Au cours de l'exercice fiscal 2021, l'aide bilatérale des États-Unis pour la paix et la sécurité au Rwanda s'est élevée à $500 000. Le soutien des États-Unis aux forces armées rwandaises de défense comprend la sécurité des frontières. Le soutien des États-Unis au Rwanda comprend 1. La sécurité des frontières, la sécurité aérienne, la formation des casques bleus et des initiatives plus larges de professionnalisation. Les États-Unis soutiennent les forces de l'ordre rwandaises afin de promouvoir la responsabilité ainsi que la réforme de la police et de soutenir les actions de lutte contre la corruption au sein des institutions rwandaises au nombre de programmes. Donc, en armement, tout ça, les États-Unis sont là. Donc, si on veut... Ce n'est pas le cas ici chez nous. Mais lorsque vous regardez ce partenariat avec la RDC, il n'y a pas le volet sécuritaire. C'est à peine que les États-Unis vont envoyer une unité pour venir voir un peu comment réformer un peu. Cette unité était déployée même au parc de Virunga. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un partenariat déséquilibré entre ce que les États-Unis font avec le Congo et ce que les États-Unis font avec le Rwanda. Et c'est beaucoup plus ce que les États-Unis font avec le Rwanda qui sème le désordre au Congo. Et là-dessus, les États-Unis ne disent rien. Ils sont en train de tourner autour du pot. Le Rwanda a toujours sa capacité en armement pour d'abord se sécuriser soi-même et mettre les désordres au Congo. Donc je ne crois pas à un seul mot de Blinken. Vous ne croyez pas à un seul mot de Blinken, mais Dieudonné Boinali, il n'y a pas que la question sécuritaire qui a été abordée au cours de la visite de Blinken, mais aussi il y a la question économique qui a été au cœur de cette visite de 2 jours. Les États-Unis s'engagent d'ailleurs, d'après Anthony Blinken, s'engagent à accompagner la RDC dans son programme de développement et de la création d'emplois. Ils veulent aussi donc travailler avec la RDC pour favoriser les investissements qui respectent les bonnes pratiques dans le secteur minier. Qu'est-ce que le Congo peut tirer comme bénéfice dans ces partenariats qui sont en train de se renforcer? Merci pour la parole. J'aimerais d'abord rappeler de ce que moi j'ai retenu comme élément de fond dans la communication du diplomate Blinken. Il y a premièrement le respect des frontières héritées de la colonisation de chaque État dans la région des Grands Lacs, il l'a dit, et de la souveraineté de chaque État. Deuxièmement, vous avez le soutien des États-Unis au processus de paix de Nairobi, suivi de celui de Luanda. Et en troisième lieu, vous avez l'appel que le diplomate américain Anthony Blinken a lancé au mouvement terroriste. J'utilise les termes employés par les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, le groupe armé terroriste M23, à se démilitariser. Mais là où les bas blessent, on demande à ce groupe armé de se démilitariser, aux États de respecter l'intangibilité des frontières et la souveraineté de chaque État. Mais le pays de l'oncle Sam, qui a des entreprises qui refusent d'entrer par la grande porte pour acquérir les minéraux stratégiques congolais, dont les cobalt, les cuivres, les coltans, j'en passe, il y en a beaucoup, les minéraux stratégiques, passe à travers une guerre par procuration menée par M23 pour acheter ces minéraux à bas prix. Permettez-moi de citer ces entreprises. Vous avez Tesla, vous avez Microsoft, vous avez Apple, vous avez Motorola, et il y en a beaucoup. Il y a au moins une dizaine d'entreprises de multinationales américaines. Or, ces mêmes multinationales violent une loi. Il y a une disposition d'une loi américaine appelée la loi Dodd-Frank,
si je n'ai pas oublié. N'écorchez pas le terme. Voilà. Et puis, qui interdisent aux entreprises américaines d'acquérir, d'acheter des minéraux illicites ou des contrebandes. Vous voyez? C'est qu'elles font d'habitude. Moi, je pense c'est là où il a raté sa communication. Il devait insister aussi sur la responsabilité de l'Amérique via ses entreprises qui financent cette guerre-là par procuration. Mais je ne suivrai pas mon confrère Mukuna quand il a dit qu'il ne voit rien, c'est du papier, c'est de la théorie, sur la même longueur d'onde. c'est du déjà entendu, mais confrère Mukuna, c'est quand même les États-Unis d'Amérique qui est revenu par la grande porte en Afrique et avec force. Ce ne sont pas les États-Unis de Donald Trump qui traitaient l'Afrique des continents, des pays de merde. Et voilà pourquoi l'administration Trump n'a jamais fait même un programme de développement pour l'Afrique. Ni s'est déplacé Donald en Trump, Afrique. durant son mandat, il ne s'est jamais déplacé en Afrique. Dans l'Afrique, pour Donald Trump, l'administration Trump... Et ça, on voit ça souvent chez les républicains. Voilà, on le voit souvent chez les républicains. C'était le cadet des soucis de l'administration Trump. Mais vous avez un diplomate qui est, permettez-moi, ministre des Affaires étrangères, selon l'appellation consacrée, parce qu'un secrétaire d'État, en réalité, c'est un ministre des Affaires étrangères. Il a les rangs du vice-premier ministre chez nous, des Affaires étrangères. Le gouvernement américain a un régime présidentiel. Le chef de l'État est au même moment le chef de l'exécutif. Donc, Blinken, comme secrétaire d'État, il a les rangs du vice-premier ministre aux affaires étrangères du gouvernement américain. Quand il a fait cette déclaration, ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas le prendre comme un ministre des Affaires étrangères d'un petit État. Il est venu ici pour des raisons économiques. Vous n'avez pas voulu le dire, mais vous avez dit... Parlons de l'économie. Vous avez dit quelque part là, il a donné un discours pour la consommation publique, mais ce qui va se faire en pratique, c'est autre chose. Blinken est venu au Congo. Pourquoi particulièrement? Le monde actuellement connaît des problèmes. Nous avons le réchauffement climatique. Nous avons la course au contrôle des minéraux stratégiques pour la fabrication des batteries. Demain, dans nos téléphones, nous aurons des batteries qui seront capables d'être rechargées en moins de 10 minutes. Avec une durée de 10 jours. Nous avons des minéraux stratégiques pour des super-alliages, pour la course au contrôle de l'espace, pour la fabrication des avions les moins coûteux, avec des métaux qui ne pèsent pas lourdement. Vous voyez, il est venu pour ça. N'oubliez pas que nous avons l'uranium qui a servi à la fabrication de la première bombe atomique qui a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima. Actuellement, le monde vit une guerre, l'invasion russe de l'Ukraine. Chaque puissance essaie de monter un peu ses muscles. Moi, j'ai l'arme nucléaire, moi, j'ai ceci. Mais pour fabriquer l'arme nucléaire et en disposer en nombre important, il faut avoir l'uranium. Blinken est venu pour des raisons sécuritaires et aussi économiques. Demain, si le M23, au-delà de Bunagana, gagne d'autres villes, et demain, les mouvements se retrouvent au Katanga, ils vont mettre la main sur l'uranium de la RDC. Le pays a besoin de la paix et de la sécurité pour se développer. Washington est venu en fait signer la fin de la récréation. Mais ça doit prendre la récréation de groupes armés. Voilà, la récréation dans la région des Grands Lacs. C'est en fait ça. Deuxièmement, je vais dire ceci. Blinken n'est pas venu donner des leçons. Vous avez dit ici que c'est un diplomate. Il n'est pas venu comme Emmanuel Macron. Quand il vient en Afrique, il donne des leçons. Il se moque des dirigeants africains et du peuple africain. Il traite des hypocrites. Il dit n'importe quoi. Il nous traite des hypocrites. Permettez-moi les mots. Et nous applaudissons. Mots, hein. Nous relayons dans nos médias et personne ne les contredit. Mais vous avez dit Blinken nous a respectés. Que ce soit dans son discours tenu à Kinshasa, que ce soit à Kigali, il a respecté le peuple africain. Il a lancé un message au retour de la paix, à la coopération. C'est en fait ça. Vous ne pouvez pas ignorer ça, dire que non, ce que le Rwanda fait là, c'est rien. Washington
a plusieurs stratégies pour ramener la paix dans la région des Grands Lacs. On ne peut pas seulement demander au Rwanda de cesser d'armer les groupes armés. Il y a eu par le passé des sanctions contre des dirigeants de la RDC. On est passé par le blocage de leurs comptes bancaires logés à l'étranger. On a publié une liste de 18 personnalités qui a été rallongée à l'ancien président de la CENI. Heureusement, il a fait un bon plaidoyer pour qu'on puisse enlever son nom sur cette liste, Corneille Nangaa. Il a écrit, on peut sanctionner certains dirigeants rwandais, comme on l'a fait en 2016, pendant la période 2016-2018, avec les dirigeants congolais. C'est possible. Ça va pousser Kigali à reculer un peu, disons non. Nous commençons à perdre des soutiens financiers et militaires. Maintenant, on nous sanctionne. On ne peut plus aller en Europe. On ne peut plus aller aux États-Unis et dans d'autres parties du continent. Mais Dieudonné Boinali. Je vais exploiter une phrase pour chuter en disant le président Tshisekedi, je l'écoute souvent. Il a toujours dit on peut terminer une guerre sans tirer même un coup de feu. C'est possible. La guerre du M23 peut se terminer sans que le gouvernement de la République démocratique du Congo tirer vers le Rwanda, financer encore une fois à travers l'effort de guerre cette guerre-là. Ne soyons pas toujours les comment je peux dire, soyons des apôtres de la paix. Nous sommes des hommes épris de paix. Nous devons les rester. Il ne faut pas encourager la culture de la guerre. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Et au moment où nous parlons, il y a ceux qui ont été fauchés. Hier, même aujourd'hui, on va encore attendre qu'on a tué des gens à l'est du pays, à Butembo. Voilà, soyons des apôtres de la paix, encourageons les bonnes initiatives. Il ne faut pas voir dans tout ce que Washington fait, et c'est mauvais. Non, il faut pas il y a quand même des avancées. Saluons les grands pas. Il n'est pas venu au Congo en tourisme. Oui, il n'est pas. Anthony Blinken n'est pas arrivé, n'a pas visité la RDC comme un touriste, et il est venu pour encourager la paix. C'est Dieudonné Boinali qui vient de l'appuyer. Patrick Ilunga au Rwanda où Anthony Blinken est passé après la République démocratique du Congo. Il a déclaré qu'il va se concentrer sur le rôle que le gouvernement rwandais peut jouer dans la réduction des tensions avec la RDC. Ça, c'est un message qui peut encore nous conforter. Conforter les Congolais. Pas du tout. On va demander aux Africains de se calmer. Leur paix ne viendra pas de Washington. Moi, je me rappelle que, par exemple, pour ceux qui aiment l'histoire, Israël était un pays qui avait été menacé par tous les États hostiles autour. Mais si Israël n'était pas fort, je crois que ce pays aurait déjà disparu. Donc il fallait d'abord à Israël de se bander les muscles et de se battre contre ces pays-là. Je crois que espérer que la paix vienne des États-Unis, c'est se tromper. Je demande encore aux Africains qui avaient jubilé il y a 15 ans, je ne sais pas moi, il y a 14 ans, quand Obama est arrivé au pouvoir. On les a vus à l'université chanter, tout ça. Où en est-on aujourd'hui? Donc je crois que tous les pays du monde, pour être fort, il faut être dissuasif. Pour ne pas être attaqué, il faut être dissuasif. C'est la simple formule. Les États africains doivent se prendre en charge eux-mêmes, ne doivent pas attendre de puissances occidentales. Tout à fait. La paix ne viendra pas forcément de là. Je crois que même le diagnostic, il est tellement mal posé par tout le monde, tous ces gens intelligents. Mais Blinken dit, par exemple, il n'a pas condamné le Rwanda, ça c'est un. Il n'a pas encouragé la RDC à faire la guerre, ça c'est deux. Il a par contre encouragé la RDC et le Rwanda de faire la paix, trouver une solution pacifique. Mais dans quel schéma? Excusez, vous allez évoluer. Oui. On dit toujours la paix, d'après des spécialistes des questions sécuritaires, la paix a deux armes. Oui. La diplomatie et la guerre. Justement. Donc, je crois la RDC a choisi la voie diplomatique. Mais avec quelle force? Avec quelle force? Je crois que... Je vais me perdre. Vous allez me perdre. Je disais donc que le diagnostic est très très mal posé. Parce que premièrement, le M23 a réussi à faire quelque chose que je déplore même sur ce plateau. On ne parle que du M23. Pourtant, il y a une centaine de groupes armés qui tuent, qui sont très meurtriers. Par exemple, il y a une semaine, le groupe comme Zahir, il y a d'autres groupes dont on ne connaît pas le nom, ils tuent.
près de 50 personnes sont mortes il y a juste une semaine. Mais le M23 nous ont amenés dans un schéma où on ne parle que d'eux. Et quand on nous amène, par exemple, à Luanda, à négocier avec le Rwanda, moi je me demande, on va négocier avec un pays qui nie toute implication dans la guerre du M23. Mais les M23 eux-mêmes, ils sont exclus des négociations. Oui. Alors dans ces cas, on fait quoi? Blinken nous envoie dans un schéma où on était, par exemple, à Nairobi. Bon, à Nairobi, on peut dire que c'était les plus grands pourparlers de paix, où il y a eu une trentaine de groupes armés. Mais encore là, si on doit compter 150 ou bien 120 groupes armés, ce n'est pas tous les leaders qui ont des moyens, je veux dire moyens administratifs, passeports pour aller à Nairobi. Oui. Donc la plupart des groupes armés sont restés là, en Ituri. Donc on nous a fait miroiter une sorte de pourparlers pour nous amener encore à parler du M23. Maintenant que le parrain même qui était là, Uhuru Kenyatta, ne va plus être là parce qu'il dans quelques heures il ne sera plus président. Dans quel schéma on va être maintenant? Moi je crois que le seul schéma, ça va faire 2 mois. 2 mois que Bunagana a été pris, 2 mois qu'on ne sent rien venir. C'est comme si maintenant, bon, le M23, c'est... La diplomatie va nous aider, va aider le Congo. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut d'abord être fort, faire un effort d'être fort, dissuasif. Parce que le Rwanda va continuer à armer des groupes armés et continuer à nier. On va négocier avec un pays qui vous dit, par exemple, que vous allez avec le FDLR. Est-ce que vous et moi, on est vraiment sérieux? Les FDLR s'allient au FARDC? On n'a pas vu les leaders de FDLR être tués par le FARDC? Donc je crois que le diagnostic est tellement mal posé. On nous a amenés dans un débat où on ne doit parler que du M23, alors que la problématique, elle est comme une hydre, donc à plusieurs têtes. Vous coupez celle-là, une autre. Il y a 3 ans, est-ce que vous entendiez parler de Codeco? Il y a 3 ans, est-ce que vous entendiez parler de Zaïre? Il y a le FRPIC dont on n'entend plus beaucoup parler, alors que dans les années 2016, c'était eux qui tuaient. Donc c'est comme ça, cette guerre-là, la seule façon de la vaincre de manière durable, c'est de nous rendre d'abord notre armée très très forte, de sorte que tout celui qui va vouloir nous attaquer la RDC, aura peur de représailles, par exemple. Oui, aura peur de représailles, par exemple. Ivan Kassongo, Anthony Blinken l'a dit, que les États-Unis restent très préoccupés par les informations selon lesquelles le Rwanda soutient le M23, sans toutefois condamner ouvertement le Rwanda. Beaucoup de Congolais attendaient cette condamnation. Est-ce que cela suffirait pour que le Rwanda change de position? Bien, on peut se contenter de ce qu'il a dit tout simplement. Non, mais c'est vraiment triste parce qu'il faut d'abord donner un contenu au mot préoccupé. Ça veut dire quoi? Quand il est préoccupé, ça veut dire quoi? Tout le monde peut le dire. Je suis préoccupé, je dénonce, je suis inquiet, je décris. Ça, tout le monde le dit. Mouya Ali dans tous les briefings, il dénonce, il est préoccupé. Donc ça veut rien dire. Moi, je pense que la RDC, à un certain moment, on doit cesser d'être en état bébé. On est indépendant, en guillemets, depuis 60. On doit cesser d'être un état de bébé qui appelle au secours à tout moment. On est toujours en train d'appeler au secours les États-Unis, la France. Il faut imaginer au début de l'affaire du M23, c'est tous les gouvernements qui s'agitaient. Pourquoi les Nations Unies ne dénoncent pas? Pourquoi la France ne dit pas ceci? Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils puissent dire pour que vous puissiez vous prendre en charge vous-même? Maintenant, après, Blinken a dit, après, ça fait quoi? Le problème, c'est comme mon confrère l'a très bien dit. Il faut qu'on puisse avoir une armée suffisamment dissuasive, bien organisée, structurée. À partir du moment où on aura une armée totalement inféodée, on s'attend à quoi? Même si aujourd'hui, les États-Unis ont envoyé des hélicoptères et ils font fuir les M23, et après demain, il y aura un autre groupe qui va naître à Maïndombe, comme on le voit tantôt à Kwamousse, là, on tue à Kwamousse. Vers Maïndombe, s'il n'y a pas de minerai, on tue. Et le gouvernement va encore pleurnicher. L'autorité de l'État n'y est pas. Là, il faut dire la vérité. À un certain moment, on doit être sérieux. Vous savez, le professeur Kitima, l'autre fois, il dit, ne fait la guerre pas celui qui le veut, mais celui qui le peut. On doit être sérieux. C'est pourquoi je comprends le gouvernement, il sait qu'ils ne peuvent pas faire la guerre parce qu'on n'a pas de moyens. C'est pourquoi on continue à écrire au soutien. Selon Global Power, la RDC est parmi les 10... Non.
en nombre, en éléments, nous sommes nombreux. C'est pas en fonction. C'est pas la capacité dissuasive. Il y a suffisamment d'éléments au sein des FARDC, ça c'est vrai, mais en structure, en organisation, nous sommes très loin. Nous sommes très désordonnés. Là, il faut c'est le dire. Comment on peut concevoir le M23 peut occuper une cité comme Bunagana près de 2 mois, et on nous dit qu'on a une armée suffisamment forte. Les gouvernements l'ont dit, c'est pour respecter. Les gouvernements n'agissent pas, c'est pour respecter. Non, ils sont sur le territoire congolais. La feuille de route de Luanda. Justement, la feuille de route de Luanda, ils sont sur le territoire congolais. C'est une agression. C'est comme si on venait chez toi à la maison, on est en train de prendre ta femme, de partir avec elle, on te dit un accord là-bas. Il ne faut pas. Non, quand même, à un certain moment, laissez d'abord ma femme à la maison. Hein. Non, parce que c'est une question de souveraineté. C'est l'État qui est menacé. On ne peut pas suivre le diplomate américain. Blinken je pense que son arrivée, il est là pour des considérations ou pour les intérêts américains. Qu'on arrête un moment de croire que la solution viendra des États-Unis. Arrêtons ça, parce que même si John Biden venait ici, la solution ne sera pas aussitôt trouvée. Étant donné que nous n'aurons pas d'éléments suffisamment formés au sein de l'FARDC, étant donné qu'on aura toujours des généraux affairés, ceux qui construisent des maisons au quotidien, on ne va pas évoluer. On va se plaindre toujours. Le Congo ne va pas évoluer s'il n'a pas une armée dissuasive, s'il n'a pas une armée suffisamment organisée en logistique et tout, Pati Mukuna. Mais il y a aussi, comme venait de le dire Yvan, donc les États-Unis disons, Anthony Blinken était là pour défendre les intérêts américains. Il y a même d'autres analystes qui estiment que c'était pour aussi disputer, contrecarrer l'influence russe en Afrique. Donc l'intérêt de la RDC n'était pas à l'ordre du jour, malgré ce qui a été présenté. Les États-Unis agissent pour les États-Unis. Ils n'agissent pas pour les autres. Parce que le pouvoir, la puissance, c'est comme le pouvoir en sciences politiques. On agit pour enrichir son pouvoir. Et on fait en sorte de se maintenir le plus longtemps possible. C'est comme ça que les États-Unis sont puissants depuis plus de 100 ans. Ils font tout pour se maintenir. Donc lorsqu'ils se déplacent pour les États-Unis. Blinken est venu en Afrique, à mon avis, pour 3 raisons. Il est venu pour ses intérêts économiques au niveau de la sous-région de Grand Lac. Parce que là, Dieu l'a dit, il y a plein des entreprises américaines de l'autre côté du Rwanda qui tirent les minéraux du Congo, mais installés au Rwanda, les minéraux venant du Congo par un système de guerre. Ça, il faut se le dire. Il faut entretenir d'abord ce système-là. Il est venu au Congo pour contrecarrer Lavrov, parce que Lavrov venait de faire un tour en Afrique pour essayer d'entraîner les États afin de ne pas céder à la campagne soviétique, à la campagne russe. Il est venu au Congo parce qu'il veut diminuer la Chine. N'oubliez pas que la RDC, c'est le plus grand fournisseur de la Chine en termes de matières et que la Chine est prête à faire une guerre contre Taïwan. Donc, il y a une conjonction de choses. Il est venu, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on puisse revoir ces histoires de Sycomine parce que la Chine... Ouais, il y a quand même des conjonctions de faits qui font qu'il est en train de voir que si ça bardait, il faut faire en sorte que la Chine soit coupée des minéraux stratégiques et ces minéraux viennent d'où? Du Congo. Donc, il est venu pour les intérêts des États-Unis. Alors, je ne vois pas pourquoi les Congolais doivent s'attendre à un visiteur qui vient pour ses propres intérêts. Alors, il a essayé de fleurer parce que je ne comprends pas souvent pourquoi, quand on vient pour un conflit qu'il y a au Congo, on commence par Kinshasa pour aller finir au Rwanda. Regarde bien le mouvement de tous ces diplomates. Il fallait qu'ils commencent au Rwanda. Non, c'est une observation. Ils commencent à Kinshasa et ils finissent le voyage au Rwanda, ils repartent chez eux. Et après eux, rien ne change. Donc Blinken ne viendra pas en père fouettard pour dire à Kagame, donc mon frère, arrête ce que tu fais au Congo parce que les Congolais doivent vivre en paix. Ils ont une souveraineté. Je veux voir les Congolais grossir et être dans la joie. Non, il n'a aucun intérêt. Son intérêt, c'est que ce que les Américains gagnent dans les conflits à l'Est. Je vous ai dit qu'en relations internationales, lorsqu'une situation vous est favorable, on la maintient. Lorsqu'elle vous est défavorable, on la change. Donc aussi longtemps que cette situation arrange les Américains, je vous dis, ils vont la maintenir. Le nombre de morts, nous allons faire la comptabilité. On est déjà 6 millions. On va ajouter 6 millions, 1, 6 millions, 2, 6 millions, 3. On va atteindre 10 millions. La comptabilité des morts, ce n'est pas le problème des Américains.
Le problème des Américains, est-ce que leurs intérêts sont garantis? Donc ça, il faut se les mettre dans la tête qu'ils ne viendront pas ici pour les Congolais. La solution du Congo revient au Congo. La solution du Congo, c'est avoir une armée dissuasive, une armée qui fait peur, une armée qui va faire que le Rwanda, l'État le plus menaçant, puisse arrêter ses intentions de venir foutre la merde ici, parce que le Rwanda a autant de voisins qu'il n'est pas en train d'embêter. Le Rwanda n'est pas forcément en paix avec le Kenya, mais depuis Uhuru Kenyatta est au pouvoir, et même bien avant, le Rwanda n'a jamais attaqué le Kenya. Même s'il y a des problèmes à la frontière, il trouve des mécanismes pour vivre en paix. Autant de problèmes avec l'Ouganda, autant avec le Burundi, il n'a jamais créé un groupe armé en Ouganda ni au Burundi. Le Rwanda crée, et il est même expert à créer les groupes armés au Congo. Pourquoi? Parce qu'en face, c'est que JB dit, il y a maïs. D'accord, merci Petit Mukuna. Mais Dieudonné Boinali, on tend déjà vers la fin de cette émission. Mais Blinken a aussi exprimé son inquiétude en parlant de questions environnementales, a exprimé son inquiétude lorsque la République démocratique du Congo a mis aux enchères 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. La question de la préservation de la biodiversité. Merci encore une fois pour cette question. J'aimerais d'abord apaiser mon confrère, mon estimé confrère Patrick Ilunga. C'est en tenant compte du temps. Quand il a dit que le départ de Uhuru Kenyatta va marquer, je pense, la fin des relations ou bien la fin du parrainage de Nairobi sur les processus de paix en République démocratique du Congo. Je vais lui dire que nous avons connu Eduardo dos Santos. Il est parti, mais les questions de sécurité en République démocratique du Congo ont toujours intéressé Rwanda. C'est pour ça que vous voyez le président Joao s'intéresse à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Comme l'avait dit si bien un jour l'ancien président togolais, que si la case de votre voisin brille, si vous n'allez pas vite pour le secourir, ça sera à votre tour. Donc, je ne vois pas l'Angola se désintéresser de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, ni le Kenya. Parce qu'actuellement, le Kenya est en train de racheter quelques entreprises congolaises, dont des banques privées. Il y a eu dernièrement le rachat de Tembe, Trust Merchant Bank, par la banque kenyane, Kenya Commercial Bank, KCB. Et avant cela, il y a eu Equity qui avait acheté Procrédit, puis BCDC. Donc le Kenya a des intérêts ici en République démocratique du Congo. Je ne vois pas celui qui est pressenti gagnant, ou comment il s'appelle encore, Ruto. Même si nous avons qualifié les Congolais de fainéants et j'en passe, je ne vois pas ce président-là se désintéresser du Congo. Le Congo, c'est une manne que Dieu a mis à l'Afrique pour toute l'humanité. Je reviens maintenant sur l'inquiétude de Blinken, manifestée après l'attribution, le lancement officiel des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je vais parler comme notre ministre de l'Environnement. Les Occidentaux n'ont pas tenu leurs promesses. Ils avaient promis au Brésil, au Congo particulièrement, des milliards et des dollars et d'autres États du monde qui ont quelques forêts pour qu'ils continuent à protéger ces parties de la planète, parce que nous avons des problèmes avec les gaz à effet de serre qui est à la base du réchauffement climatique. Avec cette politique-là, nous voyons bien ce que l'Occident veut nous faire passer comme message. Et ils polluent, nous payons pour eux. Et pourtant, il y a un principe environnemental qui dit que les pollueurs doivent payer. Le principe du pollueur-payeur. Nous, on ne peut pas payer la facture mondiale pour des pays industrialisés. On ne peut pas nous obliger aujourd'hui ou bien nous interdire à exploiter certaines ressources et pas d'autres. Non, ça n'exploitez pas. Laissez pour l'humanité. C'est comme mon confrère Ivan Kassongo a dit tout à l'heure, je suis dans ma maison, vous venez, vous me dites, je ne peux pas visiter ou bien d'entrer dans quelques chambres. Non, vous devez seulement occuper ces chambres ici, ne pas utiliser la cuisine. C'est en fait ça la politique. Les ressources naturelles appartiennent aux Congolais, à la République démocratique du Congo. Nous n'ignorons pas. C'est pourquoi ces pays a été créé lors du partage de l'Afrique,
Le Congo, nous appartenons à une communauté internationale. Nos richesses nous appartiennent d'abord avant qu'on puisse les faire bénéficier aussi à toute la planète. Nous avons convenu ce qui suit avec les pays occidentaux lors de la conférence climatique mondiale. La COP26, oui. Voilà. Ils devaient payer des compensations. Moi, je ne vois pas un ministre de l'Environnement comme F. Bazaïba aller transmettre ces messages aux populations autochtones, celles qui vivent des forêts. Nous avons 3 sortes de forêts dans notre pays. Nous avons des forêts réservées à l'exploitation industrielle. Vous avez des forêts réservées aux communautés locales. Vous avez en dernier lieu des forêts qui ont été réservées pour la protection de l'humanité. Nous en avons besoin. Il en va de notre survie. Maintenant, vous venez nous demander de ne pas couper les bois. Quelle est l'alternative qu'on doit donner à ces populations? Vous devez nous aider. Qui demeurent pauvres. Voilà, qui demeurent pauvres. Vous devez nous aider, vous, l'Occident, à nous donner des moyens pour construire des microcentrales électriques, même vos photovoltaïques. On donne ça comme solution de rechange à toutes ces communautés. Nous devons créer de l'emploi pour ces communautés. Nous devons avoir des routes pour désenclaver toutes ces contrées, parce que ces communautés-là vivent de l'agro-pastoral. Ils ont des commerces, des produits agricoles qu'ils ne savent pas évacuer parce qu'il n'y a pas de route. C'est dans ces problèmes-là que l'Occident doit nous aider. Mais vous nous demandez de ne pas couper notre bois, de les regarder, comme l'avait si bien dit F. Bazaïba, comme des ornements. Comme des ornements, merci. Nos richesses ne sont pas des ornements. Nous devons les exploiter pour le bien-être de notre population et pour notre développement. Je pense que notre gouvernement doit couper la poire en deux, en mariant les intérêts liés à la protection de la biodiversité et l'écologie et les intérêts liés à l'économie. Nous avons besoin de tripler, même de quintupler notre budget. Le gouvernement Sama Lukonde, lors de la présentation de son gouvernement pour solliciter les votes et l'investiture, il avait dit, j'ai oublié l'un des volets, ça doit être le point 14-15, il avait dit qu'avec le lancement officiel des appels d'offres pour les blocs pétroliers et gaziers, le Trésor public attend une mobilisation de 1,3 milliard de dollars. Si vous ajoutez à l'actuel budget que nous avons, demain nous pouvons avoir un budget de 15 milliards. Pourquoi on nous interdit d'exploiter les ressources et d'engager des bénéfices de 1,3 milliard? Et en contrepartie, on ne nous donne rien. Moi, je considère ça comme une recommandation, mais pas une obligation. Ok, merci beaucoup à Dieudonné Boinali. Mais une question à laquelle vous allez tous répondre en peu de temps. Quel avenir donnez-vous au nouveau partenariat États-Unis-RDC qui est en train de se renforcer? Je crois que toutes nos prédictions il y a quelques années, avec tous les espoirs qu'on a mis dans les fameux partenaires privilégiés des États-Unis, n'ont rien montré sur le terrain. Par contre, c'est des pays que les États-Unis diabolisent, qui montrent de temps en temps la Chine, qui aujourd'hui, moi j'ai suivi un ministre chinois, il parle aussi de coopération militaire de temps en temps, mais maintenant il commence à parler aussi de coopération militaire avec l'Afrique. Donc au-delà de la coopération économique qu'ils ont déjà, échanges commerciaux, ils ont maintenant aussi l'ambition de parler armement et coopération militaire. Je crois que les États-Unis, c'est des gens qui viennent avec de beaux discours, mais dans leur fond, ils font autre chose. On attend de voir. Moi, je ne peux pas faire des prédictions comme quoi maintenant c'est le partenariat privilégié. Non, on a beaucoup espéré. Les Africains, ils ont beaucoup espéré, mais ils ont déchanté la plupart du temps. Les Africains ont beaucoup espéré, mais déçus dans la plupart du temps. Ivan Kassongo. Oui, comme mon voisin l'a dit, mon confrère de face, donc déçu, parce qu'il y a plus de 50 ans qu'on est en partenariat privilégié avec les États-Unis. Plus de 50 ans. Jusqu'à présent, on se rend compte que c'était vraiment une farce. Les Américains ont plus gagné que nous. Alors qu'on dit 50-50, je m'étonne si c'est réellement 50-50, ça ne sert à rien. Vaut mieux se réorganiser en interne, comme je essaie de le dire toujours. Nous devons nous réorganiser en interne. Qu'on se constitue réellement en État, c'est à ce moment-là qu'on peut négocier comme un État fort et non en venant négocier comme un État bébé.
et qui on va nous gifler derrière pour dire vous êtes très faible. Ok, Petit Moukouna, répondez à la même question. Merci pour ce dernier tour de table. Je crois que j'aimerais voir ce partenariat dépasser celui que les États-Unis ont avec le Rwanda. Parce qu'en termes d'atouts, on peut mieux donner que le Rwanda. Vraiment en termes d'atouts. Si les États-Unis recherchent les atouts, on peut mieux donner que le Rwanda. Alors si on arrive à avoir un partenariat qui dépasse le Rwanda, alors je me dirais bravo. Mais si nous avons un partenariat qui se limite à des prises de position, qui se limite à des visites ou encore diplomatiques, je crois que ça ne sert à rien parce que le meilleur partenariat que la RDC a eu avec les États-Unis, c'est celui de Mobutu. Ça, faut se le dire. Au début des années 70, quand les Américains ont implanté au Zaïre des firmes, des entreprises, on a vu General Motors. General Motors, on a vu de Kobega, on a vu Taïrabe, Goodyear. Ok? Voilà le meilleur partenariat économique, stratégique, sécuritaire. On a senti les Américains. Aujourd'hui, nous avons des partenariats qui ne représentent plus rien. Aujourd'hui, celui qui a le vrai partenariat, il faut se le dire, c'est le Rwanda. Parce que si vous lisez, je vous recommande d'ailleurs, au lieu de faire la lecture ici, c'est écrit, c'est en ligne. Les documents ont été postés le 10 août 2022. C'est le document du département d'État, de Blinken. C'est son département qui a posté les documents. C'est dans le site du gouvernement américain. À la fin, il est dit ceci, je vais citer par là, les liens entre les deux peuples, peuple américain et peuple rwandais. En 2021, environ 2000 Américains ont visité le Rwanda et environ 2500 Américains sont résidents au Rwanda. 2500 Américains sont résidents. Ça explique la suite. Dieudonné Bouanali, à la même question. On peut avoir aussi demain un partenariat qui dépasse celui. Oui, je reste optimiste. Les amis l'ont dit, la solution à nos problèmes ne viendra que de nous-mêmes. Ce sont des compter sur la main étrangère. Je dirais aussi, comme mon confrère Moukouna, nous voulons les meilleurs partenariats qui dépassent celui du Rwanda ou ceux conclus avec d'autres pays voisins. Nous voulons les types de partenariats comparables à celui du règne de Reagan et de George W. Bush père. C'est ces partenariats-là que nous voulons gagnant-gagnant. Je termine aussi par dire qu'on ne peut pas continuer à demander au Congo de ne pas exploiter l'uranium de Chinkolobwe. Nous perdons beaucoup de millions parce qu'on ne peut pas exploiter cette mine-là. On nous demande de ne pas couper nos bois, nos forêts. On ne nous donne rien en compensation. Nous sommes toujours perdants. On nous demande de ne pas acheter des armes. Pour les acheter, il faut notifier d'abord aux Nations Unies. Maintenant, n'importe qui, même celui qui tremblait, même quand il écoutait le nom Congo, Mobutu, il commence à entrer dans notre pays et nous créer des rébellions, transformer notre pays en foi. Le Congo n'est pas un pays qu'on doit soumettre, transformer en un géant au pied d'argile. Nous avons l'ambition de puissance. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés au cœur du continent. Nous avons une gâchette. Il suffit d'appuyer là-bas, comme l'avait dit France Fanon, et tout le monde va nous respecter. Ce respect doit passer non seulement par la réorganisation de notre armée, mais pour être fort, pour avoir une armée forte et dissuasive, cette armée doit avoir aussi des piliers. Parmi les piliers, on ne doit pas avoir des militaires et des policiers affamés. Des policiers et des militaires affamés. Si la Russie est forte, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont développé une industrie de défense. Ce n'est pas parce qu'ils ont des bons soldats. C'est parce qu'ils ont aussi une bonne économie avec des grandes sociétés multinationales comme Gazprom qui met à genoux toute l'Europe. C'est comme ça que nous serons un jour capables de faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre, comme certains amis l'ont souhaité ici, lorsque nous avons des canards boités. Vous avez des entreprises dans lesquelles, quand on annonce seulement les contrôles de l'inspection générale des finances, on met le feu. D'accord, merci Dieudonné Bouanali. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La République démocratique du Congo est un pays qui a vocation de puissance, mais il faudra pour lui de se réorganiser dans tous les secteurs économiques, sécuritaires et politiques. J'ai dit merci aux invités, Patrick Ilunga, Pati Moukouna, Ivan Kassongo, Dieudonné Bouanali, et aussi à l'équipe technique
Béni Fombo, Giscard Tamba, Noël Tunda pour la réalisation de cette émission. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, j'ai dit un grand merci et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez cette émission sur le compte YouTube de Géopolis TV également. L'information continue sur www.geopolismagazine.net. À la prochaine.